Face aux enjeux du réchauffement climatique et de la transition énergétique, les institutions ne sont pas restées immobiles. La complexité des problématiques est telle qu'il faut agir sur énormément de leviers et mobiliser tous les niveaux de la société. Les collectivités locales, les entreprises, les administrations, les gérants de fonds, la société civile au sens large. On peut distinguer 3 niveaux d'intervention publique dont vous entendrez parler. Les réglementations et les accords multilatéraux, au premier rang desquels les accords de Paris de 2015. Les réglementations nationales, et puis les initiatives stratégiques issues d'acteurs privés. Le point de départ le plus important, ce sont les accords de Paris de 2015, qu'on appelle aussi la COP 21. Les accords de Paris ont été ratifiés, à Paris, par 174 pays. Leur engagement consiste à mettre en œuvre les politiques nécessaires afin de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés de plus que les niveaux de température pré-industriels. Cette trajectoire implique qu'au cours de la seconde moitié de ce siècle, à partir de 2050 donc, on atteigne un niveau d'émissions nettes de gaz à effet de serre égal à 0, ce qu'on appelle aussi la neutralité carbone. La neutralité carbone se définit donc par le fait de séquestrer autant de carbone que nous en émettons de façon à stabiliser son niveau de concentration dans l'atmosphère et ainsi limiter l'augmentation de la température globale sur la planète. On voit donc que les accords de Paris fixent un objectif, une trajectoire collective. Chaque pays a ensuite transposé ces accords dans son droit national. En France, cela se traduit par la stratégie nationale bas carbone, SNBC. Elle fixe pour l'immobilier la perspective d'une décarbonation complète du secteur du bâtiment d'ici 2050. La France a adopté, en plus, une réglementation ambitieuse qui s'appelle le décret tertiaire, qui fixe un premier objectif à 2030 de réduction des consommations énergétiques de 40% pour le patrimoine immobilier non résidentiel. En Allemagne, un dispositif similaire a été adopté, le plan Climat 2050, Klimaschutzplan 2050, avec, pour le secteur du bâtiment, une neutralité carbone en 2050 et une diminution de 66% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. On voit donc que c'est la consommation d'énergie et le carbone qui sont l'objet principal des réglementations issues des accords de Paris, et c'est un premier cadre obligatoire de notre politique de développement durable. Le deuxième cadre qu'il faut avoir en tête, c'est le cadre des Nations Unies. Plus précisément de l'agenda 2030, approuvé par 193 États membres des Nations Unies. L'agenda 2030, qui a été adopté en septembre 2015, définit ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Ils sont au nombre de 17 et ils répondent à des missions extrêmement générales qui excèdent les questions strictement environnementales. Alors, parmi les ODD, les objectifs de développement durable des Nations Unies, on trouve des choses aussi variées que l'accès à une éducation de qualité, l'égalité entre les genres, la consommation et la production responsable et bien sûr la lutte contre les changements climatiques. Et ces 17 ODD sont décomposés en 169 sous-objectifs et 244 indicateurs et ils constituent en quelque sorte un véritable plan d'action mondial et chaque pays adapte ses indicateurs à ses caractéristiques propres. Les ODD nous intéressent parce qu'ils nous fournissent des indicateurs de développement durable qui touchent non seulement aux problématiques environnementales, mais aussi aux problématiques sociales. Ils permettent de sortir de l'ornière du tout climat pour créer un futur sûr, mais aussi un futur désirable. Notre activité en tant qu'entreprise ne se résume pas aux enjeux environnementaux, qui d'ailleurs ne se résument pas à la mitigation des dangers climatiques. Les immeubles que nous gérons, logements, commerces, cliniques, hôtels, bureaux, ont une fonction éminemment sociale. Et les ODD des Nations Unies nous fournissent un cadre à partir duquel nous pouvons évaluer, au niveau d'un immeuble, d'un fonds, d'une entreprise, d'un pays, l'impact que nous avons sur la société dans son ensemble. Ce terme d'impact est important, car nous allons le retrouver lorsque nous parlerons d'impact investing. L'impact, c'est la mesure de tous les impacts extra-financiers de notre activité. Alors, nous avons vu le cadre institutionnel des accords de Paris, le cadre institutionnel des objectifs de développement durable des Nations Unies. Maintenant, entrons dans un cadre qui nous concerne plus directement en tant que gérant de fonds, qui est le cadre de l'ISR, de l'investissement socialement responsable. L'ISR s'applique à la gestion de fonds, à notre métier. C'est en quelque sorte la déclinaison des politiques publiques de développement durable que nous avons vues
à la gestion de fonds. En finance, on connaît la gestion traditionnelle orientée vers la performance financière. Elle est et restera largement majoritaire. Et depuis plus de 20 ans, l'ISR est un compartiment, une classe d'actifs, qui signifie que la gestion va intégrer des critères extra-financiers qu'on appelle aussi les critères ESG, environnemental, social, gouvernance. L'ISR peut intégrer les considérations extra-financières à des degrés divers. Ça peut être simplement de chercher à ne pas nuire, à ne pas produire des conséquences environnementales ou sociales négatives. On parlera alors d'une approche responsable, qui exclura par exemple les actifs trop polluants, les secteurs controversés, etc. Ou alors on peut chercher non seulement à ne pas nuire, mais également à apporter des bénéfices à l'environnement et à la société, par exemple en lançant des actions spécifiques de gestion des déchets, de services aux occupants, etc. On parlera alors d'une approche durable plutôt que responsable. Et puis on peut carrément cibler prioritairement une performance extra-financière, autrement dit un impact environnemental ou sociétal, y compris si cela devait être au détriment de la performance financière. Par exemple, en investissement exclusivement sur du logement très social. On parlera alors d'impact investing. Donc voyons un peu comment cela fonctionne pour les marchés immobiliers.